Coucou Salomé, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va. Alors je suis obligée, avant de te présenter, de te dire merci. C'est très solennel. Bien fait de venir. Hein. Non mais vraiment, t'es une de mes inspirations en tant que journaliste et je te le dis vraiment droit dans les yeux parce qu'en fait, tu es factuel. Je te le dis tel que je te ressens, donc c'est peut-être pas ce que les autres personnes ressentiront de toi, mais t'es factuel, t'es pragmatique dans les informations que tu délivres. Tu ne cherches pas à influencer, à biaiser. On sait qu'on va apprendre des choses avec toi. Et en plus, t'es du bon côté de la barrière. Ah, Et t'essayes de faire en sorte que ce monde et cette société aillent mieux, mais sans colère, sans injonction, sans culpabilité aussi. Je trouve que t'es beaucoup dans cette pédagogie dont on a besoin. Et c'est ce qui fait, je suis désolée de te mettre cette pression, on a besoin de toi, Salomé. Bah merci, parce que pour le coup, ça fait vraiment partie des compliments, des plus beaux compliments qu'on peut faire à un journaliste, qui est de dire oui, que je suis... moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Je sais pas si je le suis, peut-être certains seront pas d'accord. Moi, toute mon énergie est mise là-dedans, dans les faits. Relater les faits, les rendre les plus compréhensibles pour tout le monde, et permettre d'avoir une meilleure compréhension de la société dans laquelle on vit. Donc ça me fait très plaisir, parce qu'effectivement, parfois, certains le voient pas comme ça. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire, en tout cas. Bah, c'est exceptionnel et on comprend tout. Enfin, moi, pourtant, je suis pas à un niveau je suis experte de rien. C'est vulgarisé, c'est accessible et on a besoin justement de rendre ces informations que tu délivres accessibles à tout le monde. Merci d'exister. Merci d'exister. Pour l'invitation. Vraiment. Donc maintenant, je vais te présenter. Okay. C'était très important que j'ouvre quand même en te disant ça. Donc, tu es journaliste, on l'a compris, et engagée sur des sujets comme le réchauffement climatique, les inégalités femmes-hommes ou encore la jeunesse. Tu es la tête d'affiche quand même de Blast, une des têtes d'affiche. d'affiche. C'est quoi ton rôle dans Blast aujourd'hui? Moi, je gère le pôle économie. Ok. Et je produis des émissions. Tu es autrice aussi de 2 livres aux éditions Payot. Donc on a Sois jeune et tais-toi, qu'on montre face cam, magnifique livre qui est une réponse aux critiques sur la jeunesse. Et on a du coup Résister, qui est ton essai. Alors Résister, déjà vendu à plus de 150 000 exemplaires, donc bravo, c'est un succès magnifique. Le site Babelio décrit ce livre en écrivant: c'est un appel à la résistance, à l'indignation et au retour du collectif pour préserver la démocratie. Est-ce que ça te paraît bien résumer ton intention avec ce livre, qui d'ailleurs au passage n'était pas du tout prévu? Oui, qui n'était pas du tout prévu. Effectivement, ça a été écrit en plein été sur les vacances. Hein, voilà, merci à mon éditrice d'avoir accepté de faire ça. En combien de temps tu l'as écrit? En fait, c'est une synthèse aussi de plusieurs années de travail, en réalité. Oui. Ça fait des années que je travaille sur l'extrême droite, particulièrement cette dernière année. Donc, en fait, moi, j'avais déjà des documents avec beaucoup de faits, beaucoup de sources qui étaient déjà prêts. Donc, ça m'a beaucoup facilité pour la durée d'écriture. Après, en pur temps d'écriture, c'est compliqué à dire. Je dirais qu'on est sur 1 mois et demi, un truc comme ça. Ouais, c'était très rapide. Après, je faisais ça du matin, du matin au soir, complètement. J'ai vraiment fait toutes mes vacances quasiment à écrire, passer toutes mes vacances à écrire ce livre. Après, il n'est pas très épais. Mais le temps d'écriture pure, c'était ça. Et après, effectivement, il y a eu des reprises, des corrections. Donc voilà. Et je trouve que le site Babelio, oui, résume plutôt bien. Après, il y a vraiment un côté informationnel sur lequel je tiens à insister, parce que parfois il y a des gens qui sont déçus, ils pensent trouver juste un essai avec des envolées lyriques. C'est quand même vraiment avant tout un concentré d'informations sur ce qu'est l'extrême droite en France, les dangers que ça peut représenter. Et c'est vraiment, j'ai voulu rassembler les faits utiles et vérifiés pour pouvoir discuter. Parce que l'objectif du livre, c'était pas seulement qu'on le lise et peut-être on en ressorte convaincu ou non. C'était qu'on puisse soi-même se saisir de ce qu'il y a dedans et dans une discussion avec un parent, avec des amis, la famille, des collègues, on puisse ressortir les faits vérifiés. Et que soi-même on devienne un citoyen ou une citoyenne qui a la capacité de délivrer ce niveau d'analyse politique-là. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment un outil, et effectivement c'est aussi un appel à la résistance au sens de la préservation de la démocratie et de la lutte pour les droits humains, quoi. Mais c'est d'autant plus nécessaire à l'heure où justement la désinformation est ultra favorisée sur les réseaux. De toute façon, on va y venir. Donc, résister, grand thème de l'interview pour Télérama. Tu as dit: j'appelle chacun à trouver sa manière de résister. C'est quoi les manières possibles de résister? La mienne, et celle que j'explicite le plus dans le livre, c'est la diffusion de l'information. La désinformation, et je pense qu'il faut vraiment commencer par là, parce que tu as commencé à parler des faits et du fait qu'il fallait rester justement proche de cette réalité. La stratégie de l'extrême droite, chez nous et dans plein d'autres pays, c'est de créer des réalités parallèles.
c'est d'inonder, et c'est ce que disait le conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui dit flood the zone with shit, c'est-à-dire d'inonder la zone de merde. C'est vraiment le terme qui a été utilisé, qui a été appliqué comme une stratégie, c'est-à-dire de bombarder l'espace public et médiatique de tellement de fausses informations ou de propos polémiques et extrêmes que l'espace médiatique est saturé de ça. Et qu'à la fin, on ne sait plus quoi penser. Donc les vraies informations, c'est-à-dire les informations vérifiées, les informations qui vont coller par exemple à la réalité scientifique, si on se demande de ce que c'est des vraies informations, elles vont toujours exister, mais elles sont noyées au milieu de tout le reste. Et ça a pour conséquence, non pas que tout le monde croit à la désinformation, parce qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas forcément, mais par contre que plus personne ne sait quoi croire. Et ça fait pas de la population, des militants d'extrême droite, tous. Mais ça fait qu'il y a une grande masse de personnes qui ne sont pas des militants d'extrême droite, qui juste sont perdus, sont sidérés par la violence de ce qui se passe. Et donc moi, l'acte de résistance que vraiment je propose, et qui est une des parties, c'est déjà de se dire, ok, on se réempare intellectuellement de ce qui se passe en fait. On essaie de soi-même garder les clés de compréhension et on les diffuse autour de soi. Et on se bat pour que l'information vérifiée continue à exister. Pourquoi ? Parce qu'on continue, ça permet de rester dans une réalité commune. On peut être en désaccord sur énormément de choses, on peut avoir des opinions différentes, mais on doit continuer à avoir des réalités communes, un vocabulaire commun très très important, de continuer à ce que les choses aient du sens. Si je prends la question de l'écologie, on peut être tout à fait en désaccord sur comment on lutte contre le réchauffement climatique, sur quel endroit on va faire un sacrifice ou non, comment on va s'organiser, quels moyens technologiques on va utiliser. Moi, je prétends pas du tout dire quoi faire. Par contre, en tant que journaliste, je prétends documenter ce qui se passe, ou en l'occurrence, que le réchauffement climatique existe et qu'il va avoir telle et telle conséquence. Ce que fait l'extrême droite aux États-Unis, c'est de dire le réchauffement climatique n'existe pas. Et en fait, en France, ça va rarement être ça, ça va être plus, on va complètement minimiser ses conséquences. On va dire non, mais il n'y a pas trop besoin de faire ça. Et en fait, ça ne permet pas d'avoir de véritables discussions sociétales. Et ça ne permet pas de faire société, en fait, et de faire face aux enjeux. Donc on a besoin d'être d'accord sur les faits, sur la réalité qu'on observe. Et c'est vraiment fondamental qu'on ait ces débats-là. Donc moi, c'est ça ma piste, c'est la principale, parce que c'est tout simplement mon domaine de compétence. Je suis journaliste, ça fait 10 ans que je suis dans les médias, je me lève matin, midi et soir, je consomme des médias, je travaille dans les médias, je vais dans plein de médias, donc je connais ça. Mais c'est un tout petit champ de compétences. Et pour faire reculer ce que je considère être un danger pour la démocratie, les droits humains et les valeurs républicaines, je pense que c'est important de le rappeler, liberté, égalité, fraternité, on a besoin que tous les domaines de la société soient engagés. Et celles et ceux qui nous regardent ont forcément des compétences que je n'ai pas, connaissent des choses que je ne connais pas, dont je n'ai même pas la plus petite idée, parce qu'elles vont être dans des territoires que je ne connais pas, elles vont être dans des domaines professionnels que je ne connais pas, dans des associations, elles vont connaître des personnes autour d'elles que je ne connais pas. Et donc là, il y a vraiment, c'est pour ça que c'est vraiment un appel à l'action, de dire mais faites tout sauf rien. En fait, essayez au moins de trouver ce que vous pouvez faire. Je pense, et là c'est vraiment on est sur la piste de résistance, que le collectif de manière générale permet vraiment d'apporter une réponse, que l'extrême droite prospère aussi sur une forme de division. Donc, intégrer des syndicats, des associations qui vont vers plus d'altruisme et qui permettent de je sais pas, remédier aux inégalités, d'essayer de prendre soin de celles et ceux qui sont les plus démunis, de participer vraiment à cet élan de solidarité, pour moi, c'est déjà une forme de réponse. Ensuite, ça peut bien sûr être des soutiens financiers. Si on n'a peut-être pas la possibilité, si on a la possibilité financière, ça peut être de soutenir évidemment les médias indépendants, je ne le dirai jamais assez, mais de toute la presse indépendante de manière générale, tout le milieu intellectuel qui produit je pense à tous les auteurs et autrices qu'on ne connaît pas forcément en fait, mais qui produisent des essais qui sont très importants, qui produisent de la donnée sur laquelle on peut s'appuyer nous journalistes pour justement essayer de la matière. Partager ce qui est... Oui, mais c'est très important, la recherche universitaire, par exemple, c'est très important, donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut faire aussi dans notre consommation, de manière générale, en tant que citoyen, citoyenne, comment on peut s'engager. Il y a plein d'endroits où on peut agir, mais j'insiste sur la dimension collective. Pour moi, le fait d'ailleurs que dans les pays où elle arrive au pouvoir, l'extrême droite s'attaque très frontalement au monde associatif et aux syndicats n'est pas anodin. C'est parce que quand on est organisé, c'est beaucoup plus compliqué
dominer, d'opprimer, de faire croire des choses à des personnes qui vont être en lien les unes avec les autres. Donc pour moi, cette notion-là de collectif, c'est une des pistes principales de résistance. Et encore une fois, on n'a pas forcément besoin d'y aller soi-même si on n'en est pas capable. Il y a vraiment la possibilité du lien, du don financier. Et si on ne peut pas, il y a tout le soutien dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, c'est de faire du bruit. Et ça coûte rien. On peut... Enfin, ça coûte rien financièrement. Et on est ensemble. On peut, voilà. Et alors après, on reviendra, je pense, peut-être sur tout ce que ça peut apporter à titre personnel, mais je pense que là, en termes d'efficacité, d'avoir un tissu associatif, syndical, d'avoir des endroits vraiment, ne serait-ce que, pas forcément dans le domaine ouvertement associatif, ça peut être des... Bon, c'est ça, c'est une association, mais des clubs, en fait. Juste, on va se retrouver. Je pense aux clubs des rassemblements dans les quartiers, des rassemblements, des clubs de lecture. Il y en a plein qui se sont créés autour de Résister. De juste... Cool. Faire collectif et de ne pas rester seul dans son coin avec ses idées. Et ça a deux vertus. C'est un, d'être, encore une fois, organisé. Deux, de se battre et de faire vivre la société pour laquelle... à laquelle on aspire, c'est-à-dire une société qui sera plus juste, plus solidaire. Pour moi, ça développe aussi l'empathie, parce qu'on va rencontrer certaines personnes. Et ensuite, vraiment, ça donne de la force, en fait, de faire collectif. Et ça permet de rester debout et de ne pas céder au désespoir, ce qui parfois est un peu compliqué quand on fait partie de ces personnes-là qui sont un peu effrayées par ce qui se passe. Donc ça n'a que des vertus pour moi de se rassembler. Et ensuite, il y a évidemment tous les autres modes, la manifestation, la pétition, tous les modes de politisation plus traditionnels. Mais en fait, là, je viens de citer un centième de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi, ça, c'est mes idées, la connaissance que j'ai. Mais il y a plein de personnes depuis la sortie du livre qui sont venues me voir avec plein d'autres idées que je n'aurais jamais eues. C'est génial. Sur ce qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire dans son village ou dans son quartier ou vraiment dans son conseil de parents d'élèves. Bon, on m'a parlé de ça, j'ai trouvé que c'était assez... Okay. Jamais j'y aurais pensé. Donc des personnes qu'on peut atteindre et l'idée c'est surtout que tout le monde se mette en mouvement. Là on a besoin de sortir de la paralysie, on a besoin de se mettre en mouvement. Eh ben, la réponse m'a décoiffée tellement, elle est incroyable, c'est ultra, ultra inspirant. Si je retiens vraiment, c'est la puissance du collectif, ne vraiment pas être isolé et rester en tant qu'individualité et essayer en fait de faire toujours du fact-checking et surtout du contenu qui a de la consistance, consommer du contenu qui a de la consistance. C'est ce que toi, tu essayes de délivrer à ton audience et ça m'amène à ma transition que je me fais moi-même, qui est ton approche journalistique justement que tu as choisie parce qu'en tant que journaliste, tu le sais très bien qu'on choisit justement son approche, on choisit le type d'information qu'on traite, comment on le traite. Je vais te faire réagir dessus, notamment pour quelque chose que tu as dit pour Télérama. La neutralité absolue n'existe pas en journalisme. C'est un mythe qui nuit à notre métier. Nous faisons constamment des choix. Quel sujet traiter, quelles questions poser, quel angle privilégier. Ces choix sont forcément influencés par notre vision du monde. Je te rejoins à 1 milliard de %, mais du coup, je vais te demander, donc toi, tu as fait quel choix vraiment un peu peut-être radicaux par rapport à cette intervention-là pour Télérama. Tu as fait quel choix en tant que journaliste et c'est quelle vision du monde qui t'y a influencé? Déjà, moi, je tiens à rappeler que j'ai commencé avec un journalisme très traditionnel, c'est-à-dire que ce qu'on considère comme étant de l'information neutre, moi, je l'ai produite. Celle ou en tout cas on a comme consigne d'être quand même à peu près neutre. J'étais avant au tout début dans des grands médias où il était hors de question de parler trop d'écologie, ça dépendait comment, mais on n'allait pas prendre position ouvertement contre un parti politique. Donc on avait cette injonction à la neutralité et parce que je l'ai produite, cette information, j'ai bien vu de mes yeux que nous n'étions pas neutres, que les choix qu'on me demandait de faire s'inscrivaient dans un certain cadre idéologique, qui est un cadre, dans le cadre économique par exemple, plutôt libéral, où autant dire que si, je sais pas, les marchés flambent, que si on a une période de croissance économique très forte, si on s'en réjouit, c'est neutre. C'est-à-dire que tout le monde, dans l'esprit de beaucoup de médias, doit se réjouir d'une croissance économique forte. Par exemple, je dis ça parce que c'est vraiment un truc sur lequel il y a des désaccords. A contrario, prendre le même genre de position, mais par exemple ne pas se réjouir d'une croissance économique et dire bah non, on devrait plutôt aller vers une forme de, alors j'aime pas le terme décroissance, mais que ce soit plus l'indicateur, on va se dire ah c'est une prise de position politique. Mais pourquoi ça c'est plus politique que de vraiment soutenir et adhérer au système dans lequel on vit? Et souvent, j'aime bien cette phrase d'Alice Coffin qui dit que la neutralité, c'est la subjectivité des dominants.
Et ça s'inscrit dans un certain cadre de pensée. Il faut quand même rappeler qu'au nom de la neutralité, c'est ce qu'elle rappelle, pendant la période du mariage pour tous, avec dans les années 2010 de grosses mobilisations pour que les personnes homosexuelles ne puissent pas avoir le droit de se marier, la neutralité, c'était de donner 50% de temps de parole à des personnes qui clairement tenaient des propos homophobes et discriminants, et 50% de temps de parole aux homosexuels, parce que c'était ça la neutralité. Aujourd'hui, on voit bien que le curseur s'est déplacé. Je pense que, alors malheureusement, il y a une espèce de retour de bâton quand même, mais globalement, l'homosexualité est beaucoup plus acceptée, et ça reste choquant pour beaucoup de gens qu'on prétende à ce que les homosexuels n'aient pas les mêmes droits que le reste de la population, parce que le curseur s'est déplacé. Donc cette neutralité, elle s'inscrit toujours dans un cadre de la pensée dominante. Et c'est pour ça que je pense c'est toxique, parce que dire qu'on est neutre, et dire aux citoyens qu'il y a l'information qui serait neutre et l'information qui ne le serait pas, ben c'est induire que ceux qui ne rentrent pas dans le cadre de ce qu'on a défini comme étant la neutralité seraient un peu moins producteurs d'informations que les autres, seraient un peu moins journalistes que les autres. Bien sûr. Alors que pour moi, notre rôle, c'est pas d'être neutre, notre rôle, c'est de délivrer une information qui soit vérifiée, qui soit honnête. Donc il y a un cadre idéologique évident, mais par exemple, moi je vais jamais omettre un fait qui me dérange pour pouvoir que ça rentre dans le cadre de la démonstration que j'avais peut-être envie de faire en premier lieu. Il faut savoir que quand on traite un sujet en tant que journaliste, déjà on choisit un sujet. Il y a 1000 modalités, parfois on nous le donne, parfois on le choisit souvent parce qu'on a un intérêt. Pourquoi est-ce qu'on a un intérêt pour ce sujet? Qu'est-ce qui a fait que ça nous a... Ça fait forcément écho à un certain vécu, à une certaine vision du monde. Et ensuite, il y a vraiment cette question de comment on va le traiter, et à qui on va donner la parole, combien de temps on va lui donner la parole, à qui on ne va pas donner la parole. Et donc on a une idée un peu préconçu de là où on veut aller généralement, et après le but d'une enquête c'est précisément d'enquêter pour de vrai, pour savoir si notre idée de base était réelle ou pas. Et parfois, et c'est là où je parle d'honnêteté, parfois moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une idée préconçue, et typiquement sur la jeunesse. De me dire, bon la jeunesse, moi mon idée préconçue c'était, la jeunesse est quand même super écolo. Parce que j'avais beaucoup de jeunes autour de moi qui étaient quand même sensibles à l'écologie. Bon, j'aimerais beaucoup écrire ça, ce n'est pas vrai. Là, en faisant mon enquête, je réalise bien qu'il y a une bonne partie des jeunes qui ne sont pas du tout des militants écolos, la majorité ne le sont pas, qu'il y a une partie d'entre eux qui vraiment ne s'implique pas du tout, qu'il y a même une partie d'entre eux qui est climato-sceptique. L'honnêteté journalistique veut que je le précise dans le livre, ce que je fais, et je donne la parole à ces jeunes-là. Mais ça n'empêche pas qu'au début, j'avais quand même une certaine sensibilité, une certaine perception. Et c'est pour ça que j'insiste, moi je revendique cette honnêteté-là, cette sincérité, ce professionnalisme dans la démarche. La déontologie journalistique est respectée, mais je ne revendique pas la neutralité. Et la neutralité est également dangereuse pour une autre raison, dans le cadre de la montée de l'extrême droite, qui est ce dont on parle aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand les idées d'extrême droite deviennent les idées neutres? On ne peut plus les qualifier comme telles. On n'arrive plus à qualifier le débordement. Et c'est pour ça que vraiment, pour moi, c'est à évacuer complètement cette idée de neutralité. Je pense qu'on ne l'est jamais. Voilà. J'adore, c'était hyper important de revenir là-dessus parce qu'effectivement c'est beaucoup un argument qui revient par rapport aux journalistes en général, c'est cette idée de neutralité à travers le ton, à travers les sujets, on reste des humains avec, c'est même pas des biais, c'est comme tu l'as dit, voilà, des opinions et voilà, aller plutôt vers des sujets, vers des angles et merci pour tes lumières. Non mais c'est intéressant parce que tu as commencé en disant je suis factuelle. Ouais, il y a peut-être des personnes qui diraient même... Mais et sur certains sujets. On me l'a déjà dit, moi, que j'étais neutre. C'est le truc que des personnes, en vérité, qui partagent ma vision du monde, me disent. Parce que, pour eux, pour moi, c'est une forme de... Si je devais définir ce qu'est la neutralité, moi, j'ai pas l'impression d'être en dehors de la neutralité. Mais on a tous cette sensation-là. Et c'est pour ça que utiliser ça comme grille de lecture, c'est vraiment... On va jamais être d'accord. Alors que dire, est-ce que ce fait est vérifié là? On n'est pas d'accord, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui, voilà mes sources, est-ce que ces sources-là te paraissent valides? Est-ce qu'on peut juste être d'accord là-dessus? Pour moi, c'est plus efficace pour avoir une discussion que cette prétention à la neutralité. Oui, mais je pense aussi que ça, c'est beaucoup, déjà, parce que je ressens vraiment dans ton contenu que t'es pas une journaliste qui est dirigée par l'ego, que t'es vraiment au service de l'information, et au-delà de ça, que t'as pas une ligne édito imposée. Chaque journal, en l'occurrence, a un angle où tu devines assez facilement l'idéologie, le bord politique, etc. Je ressens, moi, en tout cas, que tu as aussi cette liberté-là qui est super, quoi. Mais ça, c'est vraiment...
chouette à Blast. Je pense que les gens qui regardent vraiment Blast le savent parce qu'ils le voient. On a vraiment des désaccords. Alors, personne n'est d'extrême droite à Blast, bien sûr qu'il y a. Non, mais on a un socle commun sur les valeurs. On est à peu près toutes et tous d'accord sur, je sais pas, mon combat, le sexisme, le racisme, l'antisémitisme. C'est des trucs sur lesquels on est tous d'accord. On veut une planète habitable. Bon, voilà. Mais par contre, on a vraiment des très très gros désaccords sur certains sujets et parfois on les exprime avec vigueur. Et je le dis parce que c'est vraiment rare. Moi, j'ai jamais été censurée à Blast, jamais. On a des discussions, il y a des désaccords avec la direction parfois, ou vraiment. Mais à partir du moment où je dis non, mais là, je peux en faire la démonstration, tout ça, j'ai vraiment une liberté qui est totale. Et ça, c'est pour ça que c'est extrêmement précieux pour moi d'être dans ce média-là. Et qu'on puisse exprimer. Parfois, il y a même des sujets qui sont pas en contradiction, mais on sent qu'il y a des sensibilités un peu différentes. Et je trouve que c'est très important, en fait, aussi, qu'il y ait ce désaccord-là. Grave, grave. Bah, c'est ce qui crée l'échange, c'est ce qui crée aussi justement ce fameux collectif où on s'apporte, on s'écoute. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, il y a un truc qui se passe souvent, c'est qu'on va m'envoyer un sujet de quelqu'un avec qui je suis pas forcément d'accord, de mon média, et on va tous se tenir comme responsables les uns les autres de ce qu'ont pu dire nos collègues. Mais en fait, moi, parfois, je suis pas d'accord avec mes collègues, eux, ils sont pas d'accord avec moi, et c'est très bien. Et c'est et je trouve que c'est vraiment une super chose, mais parfois les gens, c'est normal, ne connaissent pas forcément comment ça se passe dans les médias, il y a du désaccord, comme il y en a dans plein d'autres médias d'ailleurs, et je pense que c'est plus que souhaitable. Hyper inspirant, j'adore, trop cool. Avoir des engagements en tant que journaliste, ça se fait pas malheureusement toujours en 2025 sans représailles, à différents niveaux, et malheureusement, toi, les représailles, je trouve qu'elles sont juste innommables et inqualifiables à l'heure où on est censé quand même être dans la liberté d'expression la plus totale en tant que journaliste. Ça prend des proportions terribles. Donc France 24 a écrit dans une liste: le site d'extrême droite Réseau Libre promet une balle dans la nuque à 180 journalistes, avocats et personnalités publiques. Ils t'ont interviewé et tu as dit: cela s'inscrit dans un cadre de pression qui augmente contre les journalistes de la part de l'extrême droite, avec un nombre de messages de haine et de menaces de mort très explicites pendant la campagne. J'ai reçu un message privé en pleine campagne: tu sais, c'est pas parce que t'es journaliste que tu vas pas prendre une balle dans la tête, tu passes pas le week-end. Cela montre le degré de violence de ces individus d'extrême droite pendant la campagne, c'était particulièrement violent. T'en as fait un post Insta et tu as écrit: depuis que je suis exposée en tant que journaliste, je reçois parfois des menaces plus ou moins explicites d'agression, de viol, voire de mort. Dans ton livre, tu nous expliques comment résister à l'extrême droite. Mais moi, j'ai envie de te demander comment tu fais toi pour résister aux attaques de la droite, de l'extrême droite et aux détracteurs, parce que je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, tu es dans cette liste. Oui. C'est l'ouverture du livre quand même. Hein. Ouais. C'est de dire une balle. Alors c'est marrant, il y a beaucoup ce truc de l'arme à feu. Hein. Je sais pas. Souvent les menaces sont tournées autour de ça. Balle dans la nuque, balle dans la tête. C'est souvent une histoire de balles. Non, c'est un vrai sujet. C'est très compliqué à aborder. J'ai toujours pas trouvé la bonne manière de le faire parce que au début j'en parlais pas. Maintenant j'en parle. J'en ai même parlé dans un discours à l'UNESCO. J'essaie d'attirer l'attention sur ce sujet parce que je crois que c'est une vraie entrave à la liberté d'informer. Après, je réalise que c'est quand même un phénomène beaucoup plus important que ma personne. Je veux dire, c'est quelque chose qui touche beaucoup de journalistes. En fait, je vois, en parlant autour de moi, qu'il y en a plein qui n'en parlent pas. Parce que, alors pas publiquement en tout cas, parce que ça à chaque fois que je parle de cyberharcèlement, à chaque fois ça redéclenche du cyberharcèlement. C'est pas pris au sérieux. Donc moi, j'en parle à chaque fois pour que ça... peut-être on fasse quelque chose. Et là, j'avoue que je commence un peu à fatiguer parce que je vois bien que rien n'est fait de toute façon, que c'est un phénomène assez structurel. Et effectivement, moi, j'ai appris, en termes d'action, là, tout de suite, j'ai appris à faire face à ça et à vivre avec ça parce que je ne peux pas continuer mon métier sans ça. Et qu'effectivement, là, la manière la plus efficace pour moi, ça reste encore de ne pas regarder mes réseaux sociaux, dans beaucoup de cas. Donc il y a beaucoup de gens peut-être à qui je ne réponds pas. Alors je regarde de temps en temps quand même un maximum, surtout sur Instagram, parce que ça reste un espace dans les messages privés où je ne suis pas encore assaillie de menaces, de commentaires désagréables. Mais bon, j'ai quand même quitté X en partie pour ça. On va en parler vite fait. Donc j'ai abandonné beaucoup une audience en fait. Hein. J'ai quand même... en fait, je suis privée de regarder les commentaires. Sur YouTube, je les regarde quasiment pas, par exemple. Parce que j'ai pas envie de tomber sur des menaces. En fait, c'est une espèce de poison lent. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on s'en fout, mais on a quand même lu que des gens voulaient nous tuer. Et souvent, ils le décrivent.
Dans mon cas, c'est pas quotidien, hein, je tiens à dire. Et vraiment, je sais qu'il existe un degré au-dessus. Je suis pas encore au degré maximal de la menace de mort. J'ai pas reçu... Il y a des gens, ils reçoivent... C'est arrivé, des centaines de menaces de mort d'un coup. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Tu connais des journalistes à qui c'est arrivé? Des journalistes, bah, je pense, je sais pas, faudrait lui demander, mais je pense à ce que c'était pris Nassir Al-Moadem. C'était quand même extrêmement, extrêmement violent. Non, puis il y a eu tout simplement des streameuses, je pense à Ultia, qui est en procès actuellement. Il y a vraiment des personnes qui ont pris, voilà, ça a été pire, ça peut être pire, ça peut être pire. Donc là, je suis un peu en me disant, bon, je suis pas encore au degré maximal, je fais avec... bon, je dois quand même lire ça, donc c'est pas très agréable. Le truc de la liste, c'était particulier. Et c'est pour ça que c'est sur ça que j'ouvre le livre. C'est pas un commentaire ou un message privé. C'est une liste diffusée publiquement sur des réseaux fréquentés par des néo-nazis et des personnes vraiment radicalisées à l'extrême droite. Et de se dire que je ne sais pas combien de personnes ont vu cette liste, mais visiblement beaucoup, ça, c'est quand même... ça fait quelque chose. Parce que ça veut dire que là, la menace devient... il y a un mode, littéralement un mode d'emploi pour nous abattre. Donc c'est quand même... ouais, c'est quand même un truc qui est très particulier et ça c'est pas super simple à gérer. C'est gérable, mais c'est pas super, quoi. Donc moi, dans mon cas, je fais attention, je me protège et j'essaie de garder la tête froide et je suis soutenue par mes proches et ça va. Donc je vais continuer. Mais je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui tiennent pas forcément face à ça. Et c'est pas une honte. Et moi, j'ai déjà, par le passé, été très très mal à cause de ce genre d'invectives et de harcèlement. Parce qu'on parle beaucoup des menaces de mort parce qu'elles sont impressionnantes. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que recevoir un message qui dit qu'il va vous mettre une balle dans la tête, c'est pas bien. Le dénigrement, il est plus insidieux. Et il fait plus de mal, objectivement. À la carrière, à l'image. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment des réseaux, moi ça m'est arrivé, il y a vraiment des réseaux qui existent, et ça m'est arrivé à moi et à plein d'autres personnes, qui sont organisés pour du dénigrement public. Et ça va pas être de la menace de mort, ça va être précisément dire que je suis pas journaliste mais que je suis militante. Ça va être dire que je me suis trompée sur quelque chose alors je ne me suis pas trompée, mais par contre il y a 400 personnes qui l'affirment d'un coup. Et ça fait beaucoup de mal, et après ça va être beaucoup les moqueries en fait, les moqueries sur le physique, les moqueries sur la manière dont je parle, sur ma coiffure, sur tout, et en fait ça crée un espèce de brouhaha qui vise à décrédibiliser ce que je raconte. Et pendant qu'on parle de ça, on parle pas du fond de ce que j'essaie de produire en tant que journaliste. Mais ça c'est très 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 massif. Ça, c'est vraiment à prendre au sérieux parce que ça empêche, je pense, de s'exprimer et ça touche évidemment particulièrement les femmes. Et là, on n'est plus du tout que sur les journalistes qui parlent d'extrême droite. Là, on est sur à peu près toute femme qui essaie de produire du contenu quel qu'il soit, quel que soit son bord politique d'ailleurs, je précise, ou qu'elle ait même pas de bord politique, mais qu'elle fasse de l'art, qu'elle soit chanteuse, actrice et tout. Et ça, c'est des chiffres qui nous montrent qu'une femme sur Internet subit 27 fois plus de cyberharcèlement qu'un homme, donc c'est quand même des proportions assez impressionnantes. 73% des femmes journalistes disent qu'elles ont déjà subi un vrai cyberharcèlement. Et ce classement qui est quand même pour moi très important, c'est sur la liste dans 7 pays. Chaque pays, 5 personnes qui ont la plus grande surface de diffusion sur les réseaux sociaux dans le domaine de la création d'informations. 34 sur 35 sont des hommes. Je suis profondément convaincue que ce cyberharcèlement massif a un rôle dans notre capacité à nous exprimer, particulièrement en tant que femmes, mais de manière générale, évidemment, les personnes racisées, on rajoute une couche, c'est encore plus de cyberharcèlement, les personnes qui font partie de la communauté LGBTQIA+. Donc en fait, il y a les rapports de domination qu'on a dans la société qui se retrouvent sur les réseaux sociaux et qui prennent une forme très violente, qui est celle du cyberharcèlement, qui n'est pas du tout prise au sérieux. Et c'est pour ça que moi j'essaie quand même d'en parler au nom de celles et ceux qui peut-être n'ont pas la portée que je peux avoir. Pour dire vraiment, c'est pas normal, et si vous vous sentez pas bien, c'est totalement logique. Moi, je n'ai pas du tout bien vécu mes premières vagues de cyberharcèlement, ça a été très compliqué. Et maintenant, effectivement, c'est bon, je pense que peut-être qu'il y a des jours où j'y arriverai plus, mais là ça va, je savais à quoi m'attendre avec résister. Ça n'a pas loupé, je pensais peut-être pas que ce serait aussi violent, mais en tout cas, voilà, c'est arrivé. Je suis encore là, je suis encore en train de faire une interview. Et puis il y a des moments où juste j'ai pas envie de faire des interviews. C'est vrai. Il y a des moments où j'ai pas envie de m'exposer et je me préserve. Mais en tout cas, j'arrive encore à faire mon métier, j'ai beaucoup de chance. Et c'est notamment grâce aussi au soutien massif en fait, de beaucoup de gens. Ça permet aussi de contrebalancer un peu.
Ouais, heureusement, tu reçois énormément de bienveillance. Bah, d'ailleurs, ton livre, Gros carton, on le remontre hein, avec énormément d'amour. Résister, plus de 150 000 exemplaires vendus. Moi, je pensais que c'était vraiment une question hyper importante à te poser, même si elle n'est pas très joyeuse, parce qu'en fait, on voit la journaliste que tu es, on voit la portée que tu as, on voit le travail que tu fais, mais pour peu qu'on ait raté les quelques stories où tu en parles, on n'imagine pas du tout, en fait, ce que j'appelle moi des sacrifices que tu fais sur un petit peu une partie quand même de ta santé mentale, la charge mentale que ça constitue, et en fait, le revers de la médaille de ces engagements que tu n'es absolument pas obligé d'avoir, que c'est pas non plus le truc le plus lucratif, t'es pas milliardaire en ayant ces engagements. Voilà, c'est des engagements humains que tu as et il y a des conséquences derrière qui sont vraiment très très graves par rapport à toi, à éventuellement ta sécurité et qui constituent une charge. Donc c'est important aussi que les gens sachent aussi aujourd'hui en France, en étant une journaliste engagée, En ce qui fait, se passe quoi. pour moi, c'est CQFD. C'est-à-dire que j'explique précisément que c'est un problème démocratique et c'est dangereux. Je pense que quand on se fait menacer de mort pour un bouquin, c'est quand même qu'il y a un problème. Et après, je tiens à dire que l'extrême droite n'a pas le monopole du cyberharcèlement. Hein. C'est quand même quelque chose qui touche énormément de domaines de la société, que tous les bords politiques pratiquent. Simplement, il est quand même particulièrement concentré sur ce bord-là de l'échiquier politique et avec voilà, des méthodes de groupe là, en ligne qui sont particulièrement violentes. Moi, mon but, c'est pas comment dire, d'attirer l'empathie. Non, bien sûr. Je sais très bien quand je fais ce que je fais, ce qui peut se passer, précisément parce que je suis assez informée sur les méthodes, donc je suis au courant. Moi, ce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent, c'est que, premièrement, c'est inquiétant d'avoir ce type de dynamique. C'est inquiétant quand le journalisme je reprends. C'est inquiétant quand le journalisme est attaqué de manière générale, quel que soit le bord politique. Quand on cible des journalistes, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour la démocratie. On peut être en désaccord, on peut... Je ne dis pas que les journalistes sont intouchables, je dis juste que quand on a des journalistes qui se font massivement dénigrer, menacer, vraiment mettre comme ça dans une telle position de vulnérabilité dans l'espace public, c'est une alerte en fait. Et ça doit, même si vous n'êtes pas journaliste, même si ça ne vous concerne pas, en fait ça vous concerne parce que c'est un indicateur démocratique le journalisme. Quand il est attaqué, et c'est ce que disent les rapports de Reporters sans frontières, que j'appelle vraiment à lire, à regarder, qui alertent sur le danger que ça représente, notamment ce cyberharcèlement. Et la deuxième chose qu'il est fondamental de rappeler, c'est que si je suis autant ciblée, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et qu'on ne peut pas cibler un collectif. Et qu'à partir du moment où je suis suivie, soutenue par de très nombreux confrères et consoeurs, ça fonctionne déjà moins. À partir du moment où on a massivement des citoyens qui se mobilisent en ligne, et j'insiste, moi j'appelle pas au cyberharcèlement de qui que ce soit. Hein. Même, non mais parce que c'est pas une... Pour moi on répond pas à la violence par la violence. Simplement d'affirmer les valeurs, d'affirmer, de partager cette information vérifiée. À partir du moment où on a aussi d'autres figures, d'autres domaines, comme il s'est passé pendant très longtemps en France, je tiens à le rappeler, en 2002, on a, entre l'entre-deux tours, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac, on a une mobilisation très massive d'artistes, de sportifs, de journalistes, de politiques. C'est-à-dire que c'est tellement massif que ça fait barrage, c'est le sens du mot barrage. Et ce cyberharcèlement et tous les trucs de sécurité, oui, moi ça me change la vie. Mais ça pourrait vraiment être évité si on se mobilisait massivement. Donc en fait, moi ce que j'espère, c'est que le prix à payer sera plus aussi élevé dans quelques temps. Et ensuite, je voudrais terminer là-dessus, je tiens à rappeler que oui, moi ça a eu des conséquences assez importantes sur même ma manière de m'organiser en fait dans ma vie. Mais on est encore en démocratie. Je suis pas non plus, j'espère pas, en tout cas dans un risque hyper élevé de me prendre une balle dans la tête en sortant dans la rue. Je peux encore faire ce livre, je peux encore être là, je peux encore le défendre, je peux encore en discuter, personne ici risque d'aller en prison. On est encore dans un régime démocratique, imparfait mais démocratique. On a encore une certaine protection. On a encore, c'est encore illégal de faire plein de trucs qui porteraient atteinte aux droits humains. Encore une fois, c'est imparfait, mais il y a quand même des garde-fous qui sont là. Un appel à résister sous un régime d'extrême droite, c'est plus la même chose. C'est plus les mêmes risques. Demander aux gens de se positionner publiquement, c'est plus la même implication. C'est-à-dire que je demande aux gens peut-être de prendre des risques beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est encore possible, donc c'est maintenant. En fait, c'est maintenant qu'on se bouge pour ne pas regretter peut-être dans quelques années de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc là, on a encore la possibilité de changer les choses et de résister sans prendre
beaucoup de risques non plus. Je veux dire, pas comme dans un régime qui aurait vraiment basculé. Justement, on est encore en démocratie, tu viens de le dire. Ça m'intéressera, on va y venir, que tu nous expliques selon toi jusqu'à quand. Mais on y vient progressivement. Bon, déjà, cette question, je pense il y aura quelques éléments que tu pourras nous donner. Donc, les réseaux sociaux, hein, ça part beaucoup de là. Mark Zuckerberg a fait une annonce le 7 janvier sur les nouvelles politiques en ligne de Meta. Le journal Le Monde en a fait un résumé et a écrit « Les personnes LGBTQ pourront désormais être traitées de malades mentales et insultées comme les personnes de couleur, les femmes, les immigrés et autres minorités ». Mark Zuckerberg a justifié sa décision en disant, je cite, « vouloir plus d'énergie masculine ». Tu t'es dit quoi quand t'as appris ça? C'est pas si étonnant. En fait, ce qui est dur quand on travaille sur ces sujets, c'est qu'on voit venir. Ça allait plus vite que ce que je pensais, mais on sait qu'à partir du moment, et c'est pour ça que j'alerte, à partir du moment où l'extrême droite prend vraiment le pouvoir, les intérêts économiques peuvent se mobiliser contre, mais le font rarement. Et c'est précisément ce qu'on voit aux États-Unis. C'est qu'en fait, là, le vent ne va pas du côté de la démocratie et des droits humains. Donc, les très grosses entreprises, pour la plupart d'entre elles, sont en train de suivre le vent de Donald Trump. Et si ça implique de sacrifier des enjeux démocratiques majeurs, ils n'y ont aucun problème. Alors, je ne suis pas dans la tête de Mark Zuckerberg, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il pense lui, mais dans tous les cas, c'est évident que ça répond à une certaine demande de Donald Trump. Il faut rappeler que Mark Zuckerberg a subi des menaces de Donald Trump assez répétées ces dernières années, où il a menacé de le mettre en prison, notamment. Ça a été un gros bras de fer, en réalité. Là, ce qui se passe, c'est que Meta cède. Et encore une fois, je pensais pas que ça irait aussi vite. Mais c'est pas si étonnant. Et c'est pour ça que là, on a encore les outils, on a encore un cadre, on a encore le droit de s'exprimer. Il faut absolument prendre ce droit. Parce que ça va devenir de plus en plus complexe. Et là, ça nous pose une autre question, qui est celle de l'indépendance européenne. Parce que bon, moi, je suis pas américaine, je ne vis pas aux États-Unis. Je vais subir les décisions de vote des Américains, enfin des États-Uniens. Donc, ça pose quand même un souci de souveraineté. Et ça va avoir des conséquences chez nous. Et là, la question qu'on doit se poser nous, parce qu'en fait, moi, je suis une journaliste française, je suis en France, je suis lue principalement par des Français, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et qu'est-ce qu'on fait face aux velléités d'ingérence? Parce que ce qui est en train de se passer est très, 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 très préoccupant. Elon Musk, Donald Trump sont en train de vouloir avoir une influence en Europe, dans nos pays. Et c'est ce qu'ils font avec leur lien avec l'Italie de Giorgia Meloni, c'est ce qu'ils font avec Elon Musk qui essaie de manière extrêmement clairement, qui fait la campagne de l'extrême droite allemande, qui est une des plus radicales qui existe, qui a des ambiguïtés que le néonazisme en Allemagne. Je veux dire, c'est quand même, on parle de ça. Donc là, qui est en train de... Enfin, les barrières sont en train de sauter aussi en Allemagne. Hein, le parti de droite traditionnel a voté une loi, là, pour la première fois de son histoire, avec le parti, le fameux, l'AfD d'extrême droite. Oui. Donc il y a des barrières, des digues qui sont en train de céder, et la pression internationale n'y est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a un des pays les plus puissants au monde qui est en train de tout faire pour faire gagner l'extrême droite. Donc là, il faut qu'on prenne conscience de ça. Et les outils avec lesquels on communique sont détenus par des personnes qui vivent dans ce pays-là et qui sont en train d'adhérer à leur vision du monde. Enfin, la vision du monde de Donald Trump et d'Elon Musk. Donc là, il faut qu'on en prenne conscience. On ne peut pas faire comme si les outils étaient neutres. Les outils ne le sont pas plus que les journalistes, en fait. Et donc, quand on utilise, là, en l'occurrence, Facebook, Instagram, X, évidemment, qui est une machine d'extrême droite aujourd'hui, et peut-être bientôt TikTok, on ne sait pas, qui a des liens là un peu... Ça, c'est un peu flou, ce qui se passe aux États-Unis. En tout cas, le TikTok états-unien, clairement, va subir l'influence du gouvernement américain. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent. Il faut rester lucide, il faut rester éveillé. Ça ne veut pas du tout dire d'être addict à l'information et de ne plus rien voir de beau dans votre vie et d'être complètement dans des informations qui sont plutôt noires. On ne peut pas rester indifférent à la bascule en cours. Et un des outils, c'est quand même de s'informer. Ouais, bah toujours. Donc c'est réussir à trouver cette espèce d'équilibre, pas simple à trouver, hein, mais pour pas se dire je veux plus rien savoir, c'est trop dur, parce que sinon c'est aussi comme ça qu'on laisse la démocratie mourir. Bien sûr. Donc là, moi j'alerte quand même vraiment sur ce qui se passe à l'international, ce qui est en train de se dérouler aux États-Unis en un mois. En un mois, il y a eu des bascules majeures. Ouais. Ça, je veux dire, là on parle... c'est marrant parce que tu parlais de liberté d'expression, que c'est allé à l'encontre de ma liberté d'expression qu'on me menace de mort. C'est au nom de la liberté d'expression que eux font tout ça, qui violent
en fait, la liberté d'exister de nombreuses minorités. C'est ça aujourd'hui qui se joue. Et donc, c'est s'informer soi-même et informer autour de soi sur ce qui se passe, parce qu'on n'en entend pas tant parler que ça en France. Et Donald Trump est, je pense, encore vu comme quelqu'un qui fait des frasques. Soit l'extrême droite le soutient clairement à fond, mais je veux dire, sinon, il est vu comme un peu un espèce de guignol. Non, 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 c'est quelqu'un de très sérieux, qui sait très bien ce qu'il fait, et qui est en train de mettre en place un plan qui n'augure vraiment rien de bon pour nous, Européens, à part si on se mobilise. Bien sûr. C'est un peu mon message principal, c'est que l'histoire est jamais écrite. Oui, garder espoir. Non, mais l'histoire n'est jamais écrite. Bien sûr, bien sûr. C'est dur de l'entendre en ce moment, parce qu'on a l'impression qu'on est face à un rouleau compresseur, et que quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est foutu. Pas du tout. Il y a eu des retournements dans l'histoire que nous n'avions pas attendus. Et j'ai envie de dire, souvenez-vous des dernières élections législatives où l'extrême droite était donnée gagnante partout. Et où on n'imaginait pas un tel score. Il est possible d'avoir vraiment des changements, des retournements majeurs de société. Et pour ça, il faut que tout le monde s'y mette. Ouais, le collectif, toujours. J'ai prévu une question justement sur l'avenir de la France, parce que tu viens d'en parler, donc on va y passer directement. Sans faire d'alarmisme, c'est vraiment un sujet qui, je pense, préoccupe énormément en ce moment, de se dire, mais c'est aux États-Unis, ça va arriver en fait chez nous, justement, toute cette déferlante d'extrême droite. Et ce que je te dis, c'est sourcé, et ça m'intéressera vraiment d'avoir ton opinion là-dessus. C'est un ancien employé du service Trust and Safety, donc dans tout ce qui est environnement, Mark Zuckerberg, etc., Meta, qui, sous couvert d'anonymat, a témoigné: il ne s'agit pas d'un débat argumenté sur le changement climatique, ni d'un débat pro-vie contre pro-choix. Il s'agit de contenus dégradants et horribles qui conduisent à la violence et qui ont pour but de nuire à d'autres personnes. Il ajoute, et c'est terrible, je pense vraiment que c'est un signe avant-coureur d'appel au génocide. Donc des peurs très très grosses. Donc, comme je te disais, il y a vraiment énormément de peurs qui ressortent depuis ces derniers mois, depuis toutes les prises de parole problématiques aux États-Unis, que ce soit Trump qui dit que les personnes trans n'existent pas, entre autres. Voilà, donc il y en a certains, comme cet employé, qui parle d'une porte ouverte à un génocide, d'autres qui vraiment se recentrent sur la peur qu'on perde nos droits en France. Toi, je sais que tu t'en demandes beaucoup et que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce que tu penses vraiment que les États-Unis, au niveau où ça en est maintenant, avec la rapidité dont tu parles, qu'on ne le voyait pas venir à ce point-là, il y a des chances qu'à ce niveau-là, ces menaces-là arrivent chez nous? Quelle ampleur, en tout cas maintenant à l'instant T où on parle, tu vois déjà dans la présence de l'extrême droite en France? Évidemment, c'est une question hyper compliquée. Je sais. Je suis pas voyant, donc je mets quand même des pincettes à ce que je vais dire, mais je pense que pour se rendre compte de la rapidité du changement, il faut se demander s'il y a quelques mois, alors même qu'on voyait la campagne de Donald Trump qui était déjà très très violente, est-ce qu'on aurait pensé qu'il menacerait sérieusement d'annexer le Canada, qui est un État souverain? Est-ce qu'on aurait pensé qu'il menacerait d'annexer le Groenland, le canal de Panama? Moi-même, je n'y aurais pas pensé. Honnêtement, ça m'aurait paru trop soudain. On m'aurait dit ça il y a quelques mois, je regarde les émissions qu'on faisait sur Trump, ça paraissait trop violent. Zuckerberg, encore une fois, c'est pas si étonnant en soi, mais j'aurais pas pensé qu'il ferait ça avant même l'investiture de Donald Trump. Donc tout ça va extrêmement vite. Ce que je constate en tant que journaliste, c'est une explosion des discours déshumanisants, qui sont quand même marqueurs de certaines périodes historiques. On stigmatise de plus en plus, et les discours stigmatisants à l'endroit de certaines minorités sont de plus en plus acceptés, là, en ce moment, depuis quelques années, dans l'espace public en Europe. Donc là, je parle même pas des États-Unis, qui effectivement, voilà. Ensuite, sur l'influence des États-Unis, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, évidemment qu'ils ont un rôle absolument énorme, qu'on a des intérêts économiques conjoints, qu'on a des intérêts militaires avec eux. Enfin là, la question, par exemple, est vraiment en train de se poser de qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine. Donc tout ça va extrêmement vite, et les extrêmes droites sont en train de gagner dans plein de pays à travers le monde, et ils sont tout à fait conscients de leurs intérêts à s'unir. Donc c'est évidemment l'Argentine de Javier Milei, ça a été Bolsonaro, et encore jusqu'à quand, là aujourd'hui plus au pouvoir, mais en tout cas qui était quand même très, voilà, un soutien de Donald Trump. En Europe, c'est Orban, c'est Meloni, et c'est l'international réactionnaire réuni à Madrid la semaine dernière, avec toutes les compositions, même parmi les plus radicales de l'extrême droite en Europe, qui se réunit pour se dire comment on fait pour prendre le pouvoir. Donc en fait, c'est pas une vue de l'esprit, il y a vraiment un risque. Bien sûr. Mais au-delà de la victoire des partis politiques,
Ce que je constate, c'est vraiment la victoire d'une certaine vision du monde. Une vision du monde qui ne permet pas de faire démocratie. Et une vision du monde qui, au nom de la démocratie, détruit la démocratie. Et c'est ça qui est ultra compliqué à combattre. C'est qu'ils ont défini de nouveaux ennemis. Des ennemis qui seraient, alors ce qu'ils appellent très très largement le wokisme. Tout ça ne se base pas sur des faits. Mais on donne l'impression que, et les gens qui défendent l'extrême droite, et ça moi c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, sont convaincus de défendre la démocratie, sont convaincus de défendre la liberté d'expression pour beaucoup d'entre eux. Et c'est très... alors je conseille un livre pour comprendre ça beaucoup plus en détail que ce que je vais dire là, c'est le double Voyage au cœur du monde miroir, qui a été écrit par l'intellectuelle Naomi Klein, qui donc analyse beaucoup la situation aux États-Unis et qui parle de monde miroir justement pour ça, en disant mais c'est les deux mêmes argumentaires en fait qui sont mobilisés, c'est des dynamiques voilà, d'implication, et puis ces deux camps, qui seraient le camp progressiste et le camp d'extrême droite, réagissent en permanence en opposition. Et elle décortique ça, et elle fait vraiment une plongée au cœur de ce monde. Mais alors aux États-Unis, c'est vraiment extrême, hein, c'est vraiment du complotisme pur. Faut imaginer dans les sphères d'extrême droite ce qui se dit. Je dis d'extrême droite, on parle du parti au pouvoir, là, on parle pas de petites minorités. Hein, je pense ce qui s'est passé pendant les ouragans en Floride qui ont eu lieu pendant la campagne, où il y a eu des progressistes qui ont dit bah, vous voyez, le réchauffement climatique c'est quand même réel. Où il y a Tucker Carlson, qui est un ancien présentateur de Fox News, qui a dit mais non, c'est à cause des avortements des femmes. Bien sûr, oui. Parce que ça provoque la colère de Dieu. On pourrait se dire, ok, c'est un illuminé. Non, il a une audience absolument majeure, énorme soutien de Donald Trump. Et en fait, on a eu une création vraiment très forte d'une réalité parallèle. Et c'est ça qu'ils sont en train d'importer. Et c'est pour ça que c'est autant lié à l'information, au journalisme et tout ça. Ce n'est pas la seule cause, parce qu'il y a plein de terrains, notamment, moi je pense, liés au néolibéralisme, à la violence économique qui a été infligée à énormément de gens. Il y avait beaucoup d'autres facteurs dans ce qui se passe. Mais vraiment, un des outils, c'est la désinformation. Et ça, c'est en train d'arriver en Europe. C'est vraiment la montée de discours désinformatifs et discours de haine. CNews a diffusé de fausses informations à plusieurs reprises. C'était très compliqué d'imaginer, il y a encore quelques années, à la télévision, même sur des chaînes privées, de diffuser de manière aussi décomplexée des fausses informations. C'est quelque chose qui est en train de glisser vraiment, et là va falloir qu'on réagisse assez vite. J'aimerais juste terminer sur un truc un peu plus philosophique et historique, parce que ça m'a vraiment... Ça m'intéresse évidemment énormément de me dire mais comment on sombre dans des périodes aussi sombres dans l'histoire, aussi difficiles, aussi violentes. Évidemment, je pense à la Seconde Guerre mondiale, mais pas que. En fait, il y a eu dans l'histoire, à travers le monde, il y a eu la mise en place de tout un tas de régimes autoritaires qui ont commis des choses atroces. Il faut bien avoir en tête que les peuples, avant que ça n'arrive, ne pensaient pas que ça allait arriver. Sinon, ça ne serait pas arrivé. La plupart des gens, évidemment, il y a toujours eu des personnes qui étaient au courant avant, mais la plupart des gens, les masses, n'étaient pas au courant que ça pouvait arriver. Sinon, ils se seraient mobilisés. Et il y a quand même une espèce de point récurrent dans ça, c'est qu'on s'en rend compte quand c'est trop tard. Donc là, on n'est pas trop tard. Et souvent, là c'est vraiment l'outil, c'est de dire non, mais vous jouez les alarmistes, vous y allez trop fort. En fait, c'est précisément ce qu'on a dit à des intellectuels dans les années 30. Donc, on ne peut pas jamais établir de parallèle parfait. L'époque a changé, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont différents aujourd'hui, mais il y a des points de concordance. Et j'invite vraiment à lire les travaux de l'historien spécialiste du nazisme, Yohann Chapoutot, qui a écrit plein d'ouvrages là-dessus, et dont le dernier que j'ai commencé à lire s'appelle Les Irresponsables, et parle précisément de ces personnes qui ont permis l'arrivée au pouvoir du nazisme, mais qui ne sont pas les nazis eux-mêmes. Et je pense que l'histoire, elle sert avant tout à ça, et c'est pour ça que c'est une discipline très importante, c'est qu'elle nous sert à pas répéter les erreurs du passé. Là, on a vraiment 200 voyants au rouge, vifs, qui nous disent « Attention, tout est là », et ben il est temps d'en informer les autres pour précisément que ça n'advienne pas, puisque je reste convaincue que même si le vent là n'est pas de notre côté, on peut encore changer de cap. Ce point histoire était vraiment essentiel parce que justement, comme tu dis, il y a les dirigeants, les dictateurs, etc. qui bien sûr sont figures, mais il y a tout un peuple derrière qui est acteur aussi de ça. On est tous acteurs, donc on en revient à ce dont tu parles depuis le départ. La passivité est une action. Bien évidemment, c'est le collectif. Et c'est une question que j'avais pas prévue. Et depuis tout à l'heure, je me mets des claques dans ma tête de me dire, mais attends, t'avais pas prévu cette question. En fait, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on s'adresse pas à...
l'élite informée, ultra, tu vois, experte en politique. On s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont besoin de comprendre. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu as envie de répondre à cet argument ultra massif des probablement nouveaux électeurs d'extrême droite de on n'a jamais essayé l'extrême droite en France, donc on va l'essayer. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de leur dire par rapport à toute la conversation qu'on a eue, l'histoire, etc. Alors déjà, c'est pas vrai qu'on n'a jamais essayé l'extrême droite, on l'a essayé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit ce que ça a donné, et je tiens à rappeler, c'est ce que je rappelle dans le livre, que l'extrême droite actuelle tient son histoire d'un parti qui est né... donc on va souvent nous dire, oui, ils ont complètement changé, mais quel est, cite-moi, un autre parti politique qu'on dispense d'histoire? Tous les autres partis politiques sont ramenés à leurs actions passées en permanence. On fait ça avec le Parti socialiste, et à raison. Moi, je pense qu'un parti ne naît pas de nulle part, il n'arrive pas de nulle part. Oui. Il continue à avoir un nom, une histoire, et tout un tas de valeurs qu'il va continuer à véhiculer. Il peut changer, il peut se transformer, mais ça reste quand même, là en l'occurrence, le parti qui a été créé par Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen est sa fille, donc on ne peut pas faire comme si cette histoire n'existait pas. Ensuite, sur... on n'a jamais essayé, récemment, on va dire, je tiens à dire qu'on a déjà essayé dans certaines villes, par exemple, dont on peut déjà mesurer les conséquences. C'est vrai que je ne développe même pas dans le livre, parce qu'on a fait le choix justement de ne pas partir sur tout ce qui se jouait à l'échelle municipale, mais il y a déjà des conséquences assez désastreuses, en réalité, de ce que font les partis d'extrême droite au pouvoir dans des zones... comment dire, plus circonscrites. Mmh. Ensuite, eh bien, tout simplement, on a le programme. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes, pas que les électeurs d'extrême droite, hein, de manière générale, on ne lit pas beaucoup les programmes. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas stigmatiser que ces électeurs-là. De manière générale, je pense que beaucoup de gens votent sans avoir réfléchi profondément aux conséquences sur tous les pans de la société de leur vote et du parti en question. Dans le programme du Rassemblement national, dans ce qu'il a voté très récemment au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'affirmer que c'est un danger pour les droits humains de manière générale, que c'est un parti qui ne défend pas, comme il prétend le faire, les femmes, évidemment pas la communauté LGBT, que c'est un parti qui porte vraiment des mesures qui sont discriminantes, qui sont inscrites dans le programme. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas une invention de ma part, donc tout ça... Certes, on n'a pas essayé, mais il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on n'a pas essayé et qu'on n'a peut-être pas envie d'essayer. Pour autant que c'est des super et ensuite, idées, pour moi, la différence avec les autres partis, c'est que on n'est vraiment pas sûr de récupérer le pouvoir quand on le donne à l'extrême droite. C'est que c'est pas on va essayer puis on va voir et si ça marche pas on l'enlève. On a vu dans certains pays que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Parce que ce que fait l'extrême droite de manière quasiment systématique, c'est qu'elle s'attaque au contre-pouvoir. Donc à notre capacité à construire une alternative ou à permettre une alternative. Donc elle s'attaque à la presse, à la justice. C'est vraiment ce qui s'est passé en Europe avec des partis avec lesquels Marine Le Pen est alliée. Hein. On ne parle pas de lointains trucs, c'est quand même des choses très concrètes. Je pense vraiment au parti de Viktor Orban, avec lesquels le Rassemblement national est allié au Parlement européen. Ce sont des faits, là encore. Ouais, bien sûr. Et aux États-Unis, on a pu constater, chacun a pu constater les dommages qu'a provoqué la première présidence de Donald Trump. Et à quel point on a failli pas avoir de deuxième présidence Biden, mais qu'en fait... Quand on a à ce point affaibli les contre-pouvoirs, c'est très compliqué de revenir en arrière. Et ça laisse des traces, et on le voit aujourd'hui aux États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump arrive dans un pays où il n'a quasiment plus aucun contre-pouvoir. Donc on va voir les conséquences que ça va avoir. Et j'aimerais rappeler qu'en France, on est un des pays qui, de par sa structure constitutionnelle, juridique, a le moins de garde-fous. On en a, et on n'en a pas tant que ça. Contrairement à d'autres démocraties. Il y a une étude qui a été réalisée pour le Parlement européen par le groupe des écologistes qui nous montre qu'en France, dans le cas où un régime autoritaire arrive au pouvoir, il faut 18 mois pour détruire l'état de droit. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même une des grandes velléités de l'extrême droite à travers le monde. Je pense vraiment à Donald Trump qui a dit pas plus tard qu'hier, au moment où on tourne cette vidéo, qu'un homme qui sauve son pays ne viole jamais la loi, qui est une phrase qui est attribuée à Napoléon, mais qui dit beaucoup. C'est-à-dire que c'est la vision du monde qu'on porte, c'est qu'on peut s'affranchir de la loi dans le cas où on considère qu'on sauve son pays.
Et donc, c'est vraiment, oui, voilà, c'est vraiment très, très alarmant. Oui. Et je pense moi, ce que j'espère, c'est qu'on va pas essayer l'extrême droite, parce qu'en fait, même moi, je sais pas, là, pour le coup, je sais pas où je vais être et ce que je vais pouvoir faire. Et je pense que ça va être beaucoup plus compliqué de résister sous un régime d'extrême droite que dans une démocratie à peu près fonctionnelle. Après, j'aimerais terminer sur un point. Ouais, Moi, je parle beaucoup de résister à cette extrême droite. Il faut quand même pas oublier de s'interroger sur les raisons qui, en premier lieu, ont permis ça. Donc là, on a un contexte international, mais il y a aussi une responsabilité, je crois, de toutes les autres forces politiques, et qu'il y a aussi une responsabilité du système qui a produit un tel degré d'injustice, d'inégalité. Il y a quand même ce fameux terreau, ça ne veut pas dire que ça excuse, mais on ne peut pas juste faire comme si l'extrême droite sortait de terre Bien et sûr. que c'était le mal et qu'il fallait combattre. Il y a un moment, il y a aussi des questionnements qu'on doit avoir en tant que citoyen, en tant que citoyenne sur dans quelle société on veut vivre. Qu'est-ce qu'on fait pour le collectif? Comment on veut s'organiser? Comment on veut s'organiser face aux défis écologiques? Comment on veut s'organiser face à la concentration des richesses? Il y a des questions qu'on va devoir se poser. Moi, ce que j'espère, c'est que les gens vont se politiser au sens très noble du terme, c'est-à-dire de s'intéresser à la chose publique. Et je pense qu'un des poisons aussi auxquels on fait face, c'est l'individualisme. C'est cette idée qu'on est chacun dans son coin, alors que non, on vit dans une société. Moi, je suis aujourd'hui, voilà, j'ai pris les transports en commun. J'ai mangé une nourriture qui a été produite à côté. Non, mais je veux dire, je vis tout de la manière dont je suis vêtue et tout, est le fruit du travail d'autres personnes. Et je peux pas faire comme si j'étais extraite de cette société. Et je crois qu'on a un peu oublié ça. On a un peu oublié à quel point c'était cette organisation qui nous permettait d'avoir ce confort, pour ceux qui ont du confort, et d'avoir de l'eau chez nous, tout ça. Donc c'est d'essayer de se repenser notre place et qu'est-ce qu'on veut. Parce que c'est pour ça que je termine le livre sur une note d'espoir, on va finir un peu feel good. J'adore. Non, mais parce que moi, je parle de résister, effectivement, là, les temps sont un peu sombres, mais ça pourrait être tout à fait différent. Bien sûr. Et c'est pas juste, on empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir, c'est qu'on peut aussi construire autre chose. On peut aussi construire un monde où l'information est un bien public, où on a toutes et tous accès, évidemment, à des conditions dignes d'existence, mais aussi à de la culture, à de l'art, à du temps libre. Il y a beaucoup de choses qui ont été renvoyées au rang de l'idéalisme, comme si c'était totalement irréalisable, justement, alors que tout le travail qu'on fait à Blast, c'est pas que sur l'extrême droite, c'est de montrer toutes les alternatives qui existent. Et je crois qu'on a besoin de se rappeler ça aussi, pour se rappeler que ça vaut le coup. Moi, je me bats pas juste pour qu'on sombre pas dans un régime autoritaire. J'espère, depuis le début de ma carrière, me dire que j'essaie d'informer les gens sur ce qui me semble être utile, sur ce qui me semble que des citoyens devraient savoir, en fait. À savoir que, je sais pas, moi, vraiment, la concentration du patrimoine et l'extrême pauvreté ne sont pas des fatalités, par exemple. Mais donc ça demande de s'intéresser un peu à tout ça. Et je sais qu'il y a déjà plein de gens qui s'y intéressent. Et je pense que ça pourrait être encore plus, quoi. Il est hyper précieux ton discours, parce qu'en fait, une des clés, parce qu'il y en a pas qu'une, c'est vraiment la considération de son environnement, d'autrui. C'était très intéressant quand tu disais, en fait, on est tous le maillon de quelque chose, la personne qui a fait la nourriture, autant qu'on prend les transports en commun ensemble. En fait, en faisant des choix individuels, on condamne cette collectivité-là. C'est un message qui est fondamental. Et encore une fois, la réponse sera quand même collective, mais ça part d'un intérêt qu'on a pour le système dans lequel on vit. Moi, si je suis là, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir des bourses toute ma scolarité. Parce qu'il y a des personnes avant moi qui sont levées un matin et qui ont dit on va mettre en place un système de bourse pour les étudiants. Je n'aurais même pas fait d'études si j'avais pas eu ces bourses-là. J'ai eu la CAF à un moment. J'ai eu cette chance inouïe de vivre dans un système où on me permettait de faire ce que je fais aujourd'hui. Et après, encore une fois, il y a toute une machine aussi autour de ce que je fais, constituée d'éditeurs, d'autres journalistes, de rédaction, et évidemment de tout ce qui fait ma vie quotidienne. Et je pense que c'est précieux de se rappeler ça. Et c'est souvent un discours, moi, que j'ai envie d'opposer un peu à ceux qui disent « Non, mais les patrons, ils créent des emplois... donc ils ont trop de taxes. » Bon, alors, vaste débat, mais j'aimerais juste rappeler que oui, effectivement, et c'est super, qui créent des emplois, mais ils peuvent créer des emplois parce qu'il y a des gens qui ont des maisons, qui peuvent prendre des transports pour venir, qui peuvent rouler sur des routes, qui ont été à l'école et donc qui sont qualifiés parce qu'ils ont eu accès à l'éducation et que vous, donc, vous pouvez employer. Mais vous n'êtes pas extrait de la société, vous ne faites pas la société tout seul, en fait. Et c'est en permanence ça, la question. En fait, c'est ça la question fondamentale de la politique, c'est comment on s'organise.
quel choix on fait. Ouais. Et quand on fait les bons choix collectivement, bah, ça donne quelque chose d'aussi extraordinaire que la sécurité sociale, par exemple, qui me semble très être important de le dire. fabuleuse. Bien Où sûr. on a fait reculer les taux de mortalité, où on a permis aux gens de vivre beaucoup plus longtemps, en bien meilleure santé, Enfin, ça veut dire que votre parent, peut-être, il allait mourir, en fait, quand vous aviez 18 ans, mais en fait, non. C'est fabuleux d'avoir fait ces choix-là. Donc, de se rappeler ça, je pense que ça nous permet vraiment d'avancer plus et de ne pas rester cantonné qu'à la question de l'extrême droite, qui est là, pour moi, l'urgence, mais qui n'est pas la seule question, au fond. Ouais, mais ultra d'accord, mais c'est tellement inspirant tout ce que tu dis, c'est Genre, fais incroyable. venir. Vraiment, non mais merci d'être là parce que c'est Merci pour d'utilité l'invitation. publique et c'est exceptionnel tout ce que tu nous partages. J'ai une dernière question pour toi qui me paraît vraiment essentielle parce que c'est une question que je me pose et que je pense beaucoup de personnes se posent. C'est qu'est-ce qu'on va devenir en fait sur les réseaux sociaux? J'explicite mon propos. Ah mais je vois. Alors, toi, déjà, tu as décidé de quitter X. Beaucoup de gens envisagent aussi de quitter Insta, vu, comme on l'a dit, les prises de position extrêmement problématiques de Mark Zuckerberg sur l'avenir qu'il veut donner donc à Meta, donc Insta, etc. Il y a 2 sons de cloche chez les gens. Et j'aimerais vraiment que tu nous... Ouais, tu vois où je veux en venir. Et que tu nous donnes ton positionnement, que tu nous le partages. Donc, il y a les gens qui disent qu'il faut partir pour préserver sa santé mentale, que rester, c'est soutenir quelque part un réseau qui prend une direction dangereuse. Et une autre partie des gens qui disent qu'il faut rester absolument pour justement faire front et que le danger, c'est de laisser un entre-soi de l'extrême droite se former. Toi, t'en penses quoi? C'est hyper complexe. Ouais, c'est vraiment hyper complexe. Je me suis dit, je me prosterne devant Salomé, je veux sa vision à elle, parce que moi, je suis du père et on est tous du père dans l'histoire. Non, mais justement, c'est une question où il n'y a pas de réponse binaire et simple. J'ai considéré qu'au moment où X est vraiment devenu une machine à fabriquer de l'extrême droite et était fabriquée pour l'extrême droite, il fallait quitter ce réseau. Et je l'ai fait, justement avant beaucoup de gens, en disant, non mais là, en fait, c'est aussi un signal qu'on envoie aux entrepreneurs de la tech, qui est de dire, regardez, c'est le pire business plan du monde si vous faites de votre réseau un réseau d'extrême droite. C'est pour ça que c'était aussi important. Moi, j'ai été très très active dans l'idée qu'il fallait quitter X, parce que vraiment, évidemment, déjà j'en avais marre de me faire harceler, mais c'était aussi vraiment un acte pour l'information. De dire non, c'est pas, on n'accepte pas ça en tant qu'utilisateur. Si des gens avaient très très massivement quitté X, il y a eu quand même des départs, mais c'était pas visiblement assez massif, je ne suis pas sûre que Zuckerberg aurait pris cette décision de cette manière. Parce que ça serait aussi aller contre ses intérêts économiques. Impossible de dire exactement ce qui se serait passé, mais en tout cas, moi, c'était ça l'analyse que je faisais. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, X, qui était à peu près un demi-milliard de personnes, bon, clairement, là, c'est vraiment une machine. Quand je dis c'est une machine, c'est vraiment une machine. C'est vraiment, il suffit d'allumer ce réseau pour voir que c'est fabriqué pour faire émerger la pensée de l'extrême droite. Meta, c'est la moitié de l'humanité en termes de nombre d'utilisateurs. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de quitter un réseau qui était déjà très politique et tout ça. TikTok est en train de négocier avec Donald Trump pour pouvoir rester aux États-Unis. C'est là aussi des milliards d'utilisateurs. Donc en fait, la plupart des très grands réseaux au monde sont en train d'adhérer à des degrés plus ou moins importants à cette vision-là. Donc ça pose un très très gros problème. Dans la mesure où la majorité des gens ne sont pas des activistes contre l'extrême droite, qu'est-ce qu'on fait? Là, moi, ma position, à l'instant où on tourne cette vidéo, c'est de dire, pour l'instant, on reste. X, vraiment, je pense que, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais en tout cas, c'est moins un enjeu pour moi, parce que de toute façon, au stade où on en est, je trouve que c'est compliqué. Là, c'est plus compliqué qu'avant, en tout cas. Parce que là, en fait, au stade où on en est, je veux dire, s'il y a pour l'instant, Meta ressemble pas encore à X, mais j'espère que ça va pas être le cas, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment être irrespirable. Donc, moi, je dis, on reste pour l'instant sur les autres, parce qu'on peut encore y diffuser de l'information, parce que c'est pas encore un enfer. Honnêtement, moi, je vois par rapport à X, ça n'a quand même rien à voir en termes de campagne de haine et tout ça, et de fake news. Après, faut bien avoir conscience que ça va se dégrader, et qu'on joue en petit nombre, en fait. C'est un peu David contre Goliath, là, vraiment, ce qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les structures qui régissent la diffusion de l'information vont être faites pour diffuser de la haine et permettre la diffusion de la haine. Sur Twitter, avant la reprise en main d'Elon Musk, une fake news était diffusée 6 fois plus vite que de l'information vérifiée. Wow. C'est pour dire déjà le problème, en fait, des réseaux sociaux quand c'est pas régulé, parce que c'était pas beaucoup régulé.
mais ça est devenu bien pire avec Elon Musk. Donc là, il risque de se passer des choses prochainement sur Meta qui vont être très préoccupantes. Donc ma solution face à ça, pour moi, c'est de continuer à mener la bataille de l'information là-bas. Donc parce qu'on est précisément dans une position de faiblesse, c'est d'autant plus important de faire de l'engagement, de partager, de soutenir, au maximum de donner de la visibilité, parce que c'est vraiment là, va falloir ne plus rester passif en fait. Pas juste consommer, vraiment permettre la diffusion au maximum, en ayant bien conscience que ça suffira. Peut-être pas, mais en tout cas, on essaye. Et ensuite, c'est fondamental de fonder d'autres réseaux à côté. Donc là, il y a Blue Sky qui est clos. Ouais. C'est pas du tout en termes de nombre à la hauteur des autres, hein, mais en tout cas, il y a une initiative, il y a eu Mastodon aussi. On peut créer d'autres espaces, en fait, on n'est pas obligé. Donc je pense d'aller expérimenter ça au maximum autour de soi, bah, ça peut être pas mal pour construire des alternatives, mais faut vraiment pas oublier que, oui, on peut dire c'est bon, on va tous là-bas, mais il ne faut pas oublier que c'était plusieurs années, voire décennies, en fait, pour construire des empires comme le sont aujourd'hui Meta ou X. Donc, ça va prendre du temps. Donc, en attendant, pour moi, on reste quand même encore. Et ensuite, vraiment, on va avoir besoin de réseaux dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par un réseau social. Je pense que ça va être fondamental, parce qu'on ne sait pas en plus de quoi l'avenir est fait. Donc, d'avoir vraiment des gens autour de vous à appeler dans votre quartier, dans vos associations, d'avoir les numéros des gens, de pouvoir avoir des personnes à contacter sans passer par ces plateformes. Je pense que ça, c'est vraiment pas excessif de se dire que là, on réfléchit un peu à créer des vrais réseaux dans la vraie vie. Et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et ensuite, parce que tu as évoqué la santé mentale, moi, je pense que rien ne vaut de sacrifier sa santé mentale. Et que c'est un sujet très sérieux. Et je le disais, moi, il y a des jours où, en fait, je ne vais même pas faire des interviews, j'annule des prises de parole, j'annule des bouts de mon métier parce que ce n'est pas possible, en fait. Et ça, avant, je ne le faisais pas parce que je me sentais coupable et tout ça. Le résultat, c'est juste que je n'étais plus capable de rien faire. Donc, c'est un juste milieu à trouver, mais je prends très au sérieux les gens qui me disent « Non, mais moi, l'information, ça nuit trop à ma santé mentale. » Je comprends. Je dis juste qu'il faut trouver un juste milieu. Mais surtout, si vous êtes dans le cadre d'une dépression, d'un trouble anxieux généralisé, d'une toute autre pathologie qui touche à la santé mentale, évidemment en fait que là c'est pas le moment de se sentir culpabilisé, de pas faire ça. Ça reste, pour moi c'est une question de degré. Et vraiment je pense que de consommer de l'information vérifiée, d'avoir une forme d'action aussi dans le partage et tout, ça peut aussi contribuer à aller mieux paradoxalement. D'avoir de l'information sur la manière dont les choses peuvent changer. C'est une question de dosage et c'est une question de source d'information. Mais si vraiment ça va pas, à aucun moment, moi je dis aux gens, restez sur Instagram parce que c'est important. Enfin, non mais j'insiste parce que je trouve que c'est très compliqué cette question de la santé mentale dans la période qu'on vit. Parce que d'un côté, je comprends qu'il y a des gens qui aient vraiment un effondrement de leur santé mentale, et de l'autre, il y a nécessité d'action. Donc pour moi, c'est comment on arrive à coupler les deux. Je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment juste pas en état du tout d'agir, et c'est ok en fait. Et c'est même le principe pour moi de l'action collective. Même en tant que société, c'est qu'on protège les plus vulnérables. Donc si là, les plus vulnérables, vous faites partie des plus vulnérables, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous, enfin, bien sûr. Et après, pour ceux qui sont peut-être dans juste un moment de fragilité ou quoi, bah, c'est de réussir à avoir ces moments de respiration, ces moments de joie, ces moments avec ses proches, et de consacrer ce qu'on peut consacrer. Mais en tout cas, de surtout pas, dans tous les cas, s'enfermer dans une impuissance totale, ne plus rien faire, et juste consommer de l'information ultra anxiogène en ayant l'impression de voir le monde s'effondrer. Enfin, c'est... À la limite, regardez rien pendant un temps, requinquez-vous et revenez. Mais encore une fois, il s'agit de passer à l'action. Et moi, à titre très personnel, on me demande souvent ce que je fais pour ma santé mentale. Moi, c'est mon métier. Ça me fait du bien de me dire que j'agis. Et je pense que d'aller dans des groupes, dans des associations, ce dont je parlais au début, c'est la meilleure manière d'aller mieux, en fait. Une des manières, en tout cas. Bien sûr. Ça fait partie de l'action. Ça dépend pour qui, ça dépend pourquoi. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça fait beaucoup de bien de sentir qu'on n'est pas seul. Excellent, mais tellement, tellement inspirant. Moi, je retiendrai plusieurs choses de cette interview. C'est vraiment, déjà, le fact-checking, c'est arriver à regrouper les informations, à s'informer, et par pitié, lisez les programmes. Les programmes. Pas que les programmes, les analyses aussi. Ouais, il faut s'informer absolument. Tout, et puis surtout, ne pas s'isoler. La puissance du collectif, vraiment, pour moi, c'est le message fort de cet échange qu'on a eu. Donc, ultra important, et bien évidemment, santé mentale, on prend soin de soi, et on se sent pas...
redevable de quelque chose, pas de culpabilité, et la puissance est dans l'équilibre. Si j'ai bien résumé en tout cas la dernière partie, merci 1 million de fois d'exister, je te le redis, je l'ai ouvert et je finis l'interview comme ça, vraiment, t'es une inspiration journalistique, t'es une inspiration humaine, et on a besoin de toi, vraiment, je le dis et j'ai le droit. Je rappelle tes livres, donc Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot, qui, je le rappelle, est une réponse à ceux qui critiquent la jeunesse, et aux éditions Payot, toujours Résister, dont on a beaucoup parlé et qui est ultra nécessaire. Encore bravo pour les plus de 150 000 exemplaires vendus. Tu as eu un cul d'or d'ailleurs à Quotidien. Incroyable ce nom de récompense, mais oui. Mais tu l'as eu et félicitations aussi pour ça. Merci 1 million de fois. Ça s'appelle Check le média. Du coup, si ça te va, on se fait un check de fin. Bien sûr. Trop cool. Allez, j'allais faire un check comme ça. Tu veux? Check du coup? Non, vas-y, comme ça. Terrible. Allez, trop cool. Merci pour tout, prends soin de toi. Merci à toi pour cette magnifique invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'exister. I love you. Vraiment.